Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous retransmets quelques conseils que j'ai tirés de ce livre-là, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est écrit par Richard Williams qui est connu pour être le directeur d'animation sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais il a également animé pas mal de choses, notamment La Panthère Rose par exemple. Et depuis c'est devenu une grande référence dans le milieu de l'animation parce qu'il a écrit ce livre qui s'appelle Techniques d'animation pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo, qui est devenu une sorte de bible, de livre universel sur l'animation, sur comment apprendre, sur quels exercices faire et sur comment comprendre tous les principes. Et là je vais vous lire quelques passages qui m'ont le plus intéressé dans les 45 ou 50 premières pages du livre, qui en fait quasiment 400, donc il y aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup plus concrètes dans le livre que ce que je vais dire, mais ça vous donne une bonne introduction de l'état d'esprit de l'auteur et de l'état d'esprit de l'animateur justement. Par exemple, il explique que l'animation consiste à faire plein de trucs très simples, mais un seul à la fois. Ce n'est que ça, beaucoup de choses vraiment simples reliées ensemble, ayant chacune leur rôle et dans un ordre bien précis. C'est ce que j'expliquais un peu dans d'autres vidéos où je vous disais qu'il fallait vraiment décomposer étape par étape notre travail d'illustrateur, de dessinateur ou d'animateur, que tout ne se faisait pas d'un seul coup, il fallait vraiment construire les choses, et là c'est exactement ça, c'est juste des petits bouts mis ensemble de la bonne façon. Il parle également de l'importance du jeu d'acteur, parce que en gros, au théâtre ou au cinéma, on fait exactement pareil que des animateurs en termes de jeu. On doit savoir quelle est l'émotion qu'on doit donner dans la scène, on doit savoir quel tic de visage utiliser, quel comportement du corps utiliser, sauf qu'un animateur, c'est un acteur avec un crayon. Et c'est ce que disait, et c'est cité dans le livre, Milt Kahl. Donc Milt Kahl, c'est un animateur extrêmement reconnu pour faire des prouesses d'animation. Il a animé par exemple sur Peter Pan, sur Alice au Pays des Merveilles, ou alors encore sur Pinocchio. Et dans le livre, Richard Williams dit « Une fois, quelqu'un a demandé à Milt Kahl « Comment avez-vous planifié l'action secondaire retardée pour ce personnage ?» Donc déjà c'est du langage très technique, en gros l'action secondaire c'est l'action qui a lieu après l'action principale et qui est déduite de l'action principale, donc c'est autre chose à animer. Et lui a répondu, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses, n'abordez pas les choses ainsi, je me concentre juste sur le jeu, c'est ça l'important. Le truc c'est le jeu. Vous allez vous mélanger les pinceaux si vous ne pensez qu'à la technique. Et c'est l'un des aspects très importants de l'animation, c'est qu'il faut d'abord apprendre les bases, savoir faire vraiment des choses assez simples, mais ensuite pour être sophistiqué, il ne faut pas forcément penser en termes de technique et de langage qu'on ne comprend pas, il faut juste dire le personnage fait telle chose, et comment est-ce que je fais pour le dessiner de la bonne façon. En gros, Richard Williams, il compare l'apprentissage de l'animation à l'apprentissage du piano. Il faut d'abord faire ses gammes, jouer des choses très longtemps, apprendre différents schémas et s'entraîner comme ça sans cesse, pour pouvoir ensuite que ça devienne des réflexes et des automatismes. C'est pour ça qu'il dit que ce livre est un cours d'anatomie de l'animation. Exactement comme un cours d'anatomie pour le dessin de modèles vivants, il vous montre comment les choses se combinent et comment elles fonctionnent. Cette connaissance vous permet ensuite de donner libre cours à votre expression personnelle. Dans l'introduction du livre, on a aussi une sorte d'historique de l'animation, à savoir comment est-ce qu'on a animé, comment est-ce qu'on a mis des personnages en mouvement depuis l'Antiquité jusqu'au premier film de cinéma. Il revient sur le principe de la persistance rétinienne, à savoir le fait que quand on fait défiler des images très vite, notre œil n'a pas le temps de voir la différence et donne l'impression d'un mouvement avec quelque chose qui bouge. Et c'est assez marrant parce qu'il dit d'ailleurs que bien des gens ne se rendent pas compte que les films ne bougent pas vraiment et qu'il s'agit d'images fixes qui semblent se mettre en mouvement lorsqu'elles sont projetées les unes à la suite des autres. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment, on fait une distinction entre le dessin animé et le film réel, alors que c'est tout autant des photos qui défilent les unes à la suite des autres très vite qui donnent l'impression du mouvement. Il va parler ensuite d'un point qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est surtout là-dessus que j'axe la chaîne, à savoir l'importance du dessin. Même pour l'animation, c'est méga important. Il explique que le dessin d'après modèle est fondamental, que ce soit pour de l'animation 2D ou même 3D, parce qu'il a déjà vu plein d'animateurs 3D qui dessinent très bien au départ, parce qu'ils pour mettre en animation leur personnage 3D, donc leur marionnette, dans cet espace virtuel et de pixels, ils dessinent la plupart du temps des poses sur papier pour savoir, pour prévoir quelle sera leur animation, quel sera leur timing, quelles seront leurs poses, tout ça au personnage. Donc le dessin, que ce soit en 3D, en 2D, en stop motion, a quand même son importance dans l'animation. Ça reste un art visuel et le croquis reste un truc hyper important et hyper simple quelque part comme moyen pour prévoir et concevoir une animation, quel que soit le média ensuite. C'est pour ça qu'il donne cette citation de Winsor McCay. Vous connaissez pas forcément son nom, mais vous connaissez peut-être sa bande dessinée qui s'appelait Little Nemo. Avec un enfant qui rêve, il voit plein de choses différentes, il va dans des univers incroyables et à la fin de la bande dessinée, enfin à la fin de la page, il se réveille. Il a fait l'animation qui s'appelle Gertie le dinosaure. Il y avait Gertie le dinosaure qui était animé derrière lui et il interagissait avec lui sur scène en lui passant des trucs, des choses comme ça. Donc c'était la première fois qu'il y avait l'interaction entre une personne sur scène et de l'animation projetée. Donc en 1914, ça a dû faire un effet de fou. Mais bref, Winsor McCay, il a dit « Si je pouvais tout recommencer, la première chose que je ferais serait d'étudier à fond le métier de dessinateur. J'apprendrais la perspective, puis à dessiner le corps humain, tout autant nu qu'habillé, puis son environnement. » Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Donc si vous voulez vraiment un chemin tout tracé pour apprendre à dessiner,
Dessinez tout ce que vous voyez, tout le temps, avec différentes techniques. Milt Kahl disait également « Je ne pense pas qu'il soit possible d'être un animateur hors pair sans être bon dessinateur. Voyez-vous, il faut savoir parfaitement dessiner le corps. Il faut suffisamment connaître le corps pour pouvoir se concentrer sur une personne en particulier, sur sa différence, pourquoi cette personne est différente d'une autre. Cette capacité à dessiner et à être capable de transformer les choses, la connaissance qui permet de caricaturer et d'exagérer dans la bonne direction, de mettre en valeur les différences, c'est ce que vous faites tout le temps. Chaque fois que vous produisez un bon dessin, quel qu'il soit, votre dessin fonctionne parce que vous décrivez ce qu'il y a de différent par rapport à quelque chose d'autre. Vous devez maîtriser le dessin du corps pour être incisif. Tous les animateurs devraient posséder cette connaissance et malheureusement ce n'est pas le cas. Vous n'en saurez jamais trop dans ce domaine. Si vous voulez faire une caricature, il vous faut comprendre cette méthode directe. Cela vous donne votre méthode. Elle vous donne une assise, vous offre un contraste, puis vous n'avez plus qu'à travailler, travailler et retravailler. Le travail et l'animateur, c'est assez indissociable. Pour être animateur, il faut vraiment être un taré de travail, je pense, pour être un animateur aussi exigeant que Milt Kahl. Tout ça pour dire que le dessin s'apprend, et à mon avis, s'apprend avant d'apprendre à animer, ou en tout cas en parallèle. Le dessin s'apprend, et il n'y a pas d'âge pour commencer à l'apprendre correctement, il n'y a vraiment pas de limite. Il dit, le troisième conseil vint bien des années plus tard. J'avais 50 ans et j'étais quelque peu compétent, mais il me fut donné par un homme bien plus jeune. Mon dessin est assez linéaire, ce qui facilite l'animation. Néanmoins, puisque les animateurs doivent fermer leur forme, ils ont tendance à dessiner seulement des contours, comme dans les livres de coloriage. En d'autres termes, les animateurs n'ont pas l'habitude de dessiner de l'intérieur vers l'extérieur comme le font les sculpteurs. La sculpture a toujours été mon point faible, bien que j'ai fait des tas de dessins d'après modèle et que je possède des bases en anatomie. On y revient toujours, penser en volume, savoir gérer les formes, les lumières, les ombres, tout ça en 3 dimensions. Et c'est fondamental pour l'animation parce qu'on va toujours avoir des éléments en mouvement qui sont en torsion, qui se tournent vers nous, etc. Il faut réussir à comprendre ça comme une forme, un modelage, quoi, quelque chose de vivant. Et pas juste des traits tracés sur une feuille plate. Et la personne de 23 ans qui lui a donné ce conseil, c'est John Watkiss. Et il a noté, il a été récemment l'un des principaux designers du Tarzan de Disney. Et Tarzan, c'est vraiment l'un des Disney, je pense, où on voit le plus ce côté volume dans l'animation des personnages, parce que tout simplement, il est presque à poil, le gars. Donc forcément, on voit ses muscles et tout, on voit vraiment le corps qui se transforme dans le sens qui passe d'une pose à une autre. Et c'est assez fou de voir les dessins qui sont animés sur papier à ce moment-là. Je vous mets quelques extraits ici pour vous montrer à quel point c'est impressionnant de voir comment est-ce que ça a été fait à la main sur du papier. Et j'ai d'ailleurs tendance à préférer ce type de rendu-là où on voit les crayonnés, où on voit vraiment la structure sous le dessin plutôt que tout ce qui est très propre dans le film final. Donc ne pensez pas qu'en ayant 18-20 ans ou un peu moins que ça, il faut absolument que vous ayez un niveau de taré directement, c'est pas du tout le cas. Par exemple, dans les pages précédentes, il dit qu'il a montré son travail à Richard Kelsey, qui était un animateur chez Disney, et qui lui a dit qu'il fallait absolument qu'il apprenne à vraiment dessiner. Et il lui a demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour apprendre à vraiment dessiner, et il lui a répondu « Va à la bibliothèque et étudie les œuvres d'Albrecht Dürer pendant au moins 2 ans ». Donc le gars, il était assez jeune à ce moment-là, je pense qu'il était juste collégien ou lycéen, et il lui a dit « Arrête tout au niveau de l'animation et va étudier la peinture pendant 2 ans dans une bibliothèque, étudier les choses, réussir à les reproduire, bref, plonge-toi à fond dans l'image fixe et dans la compréhension du dessin avant de passer à l'animation ». Il revient sur un autre truc qui a apparemment beaucoup fait parler en animation, en tout cas au moment où il apprenait. Savoir dessiner des personnages comiques, c'est bien suffisant. Voici un autre mythe de l'animation, qui a duré des lustres et semble encore persister. Ce malentendu vient du fait que certains animateurs de la première heure, s'ils n'étaient pas des dessinateurs hors pair, étaient néanmoins très inventifs et excellaient à atteindre l'essence même de la dramaturgie et du jeu théâtral. L'idée était, pensait-on, qu'il leur suffisait d'avoir comme assistant un bon dessinateur pour réaliser les dessins définitifs et que ça ferait la blague. Mais au milieu des années 30, de jeunes animateurs doués en dessin débarquèrent et apprirent leur métier auprès des anciens. Le marché fut bientôt rempli d'animateurs au chômage qui ne pouvaient travailler que sur les cartoons les plus rudimentaires. Cette nouvelle génération de bons dessinateurs avait pris leur place. Si le boom que connaît le métier à l'heure actuelle venait à prendre fin, les survivants seraient sans aucun doute les artistes les plus doués. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous qui s'appelle la leçon 1. Donc c'est vraiment la première leçon fondamentale qu'il donne dans ce livre, à savoir débrancher. Retirez votre casque, fermez la radio, éteignez le lecteur CD, coupez le magnéto, bon, c'est une certaine époque ce livre. Coupe Netflix, écoute pas de musique sur YouTube. Il dit qu'il avait l'habitude, comme beaucoup d'artistes, d'écouter de la musique classique pendant qu'il faisait du dessin, et qu'il a demandé un jour à Milt Kahl, donc le fameux animateur dont on a parlé avant, est-ce qu'il vous arrive d'écouter de la musique pendant que vous animez? Et là Milt Kahl s'est complètement énervé, il lui a crié dessus en lui disant mais c'est quoi cette connerie? Stupid question! I'm not smart enough to think of more than one thing at a time. I won't do it anymore.
et que la musique va forcément vous amener sur une autre temporalité, sur quelque chose de différent, sur un rythme qui peut complètement faire dévier votre animation et votre concentration. Et personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Je pense vraiment qu'il faut réussir à se concentrer sur son dessin, sur ses images, aussi sur ses animations. Ça faisait longtemps que j'avais pas bugué autant. Et le soleil se barre, vraiment comme à l'époque, quoi, les problèmes techniques. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus au passage. Est-ce que vous êtes à écouter de la musique? Est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi? Comment? Bref, dites tout ça en commentaire. Je pense vraiment qu'il y a une sorte de truc universel, on arrive mieux à faire les choses quand on n'écoute pas de la musique. Mais il y en a certainement parmi vous qui sont convaincus qu'ils travaillent mieux comme ça. Mais pour le test, essayez juste de dessiner ou d'animer sans rien autour. Et dites-moi si vous y arrivez mieux, dites-moi s'il y a quelque chose d'autre qui en ressort et si votre travail est amélioré. Je pense vraiment qu'il va l'être. Voilà pour les quelques passages que je voulais vous lire ici. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce livre Technique d'animation. Il est vraiment, enfin à mon avis, c'est l'un des livres fondamentaux pour apprendre l'animation. Il y en a un autre dont je vous parlerai une autre fois, une fois que je l'aurai lu, parce que pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc ce livre, il y a 380 pages de conseils, d'explications, d'exercices, des choses qui rentrent beaucoup plus dans le concret que ce que je vous ai dit là. Comment faire des marches, comment faire des expressions, comment avoir des personnages qui parlent, vraiment tout. Et juste pour vous préciser, j'avais vu une vidéo où Richard explique que quelqu'un à la fin de sa formation, donc la masterclass qu'il avait fait où il explique globalement tout ce qu'il y a dans ce bouquin, quelqu'un lui avait dit, est-ce que vous auriez des choses un peu plus avancées pour les gens un peu plus avancés en termes d'animation plutôt que les principes de base? Et il lui avait juste répondu que, en fait, il avait tout donné là dans le livre et dans les conférences. Il y a vraiment tout ce qu'il connaît. Le reste, c'est juste du travail sur une situation particulière. Appliquer les principes de base sur votre animation de personnage ou peu importe. Mais qu'en gros, il avait tout dit là. Il n'y avait pas d'autre chose à comprendre. Je trouve ça très intéressant de voir que même quand quelqu'un donne absolument tout ce qu'il sait et que c'est un grand nom de l'animation, il y en a toujours qui vont penser que non, parce que je sais pas exactement animer comme toi, donc comment ça se fait, comment t'as animé ce truc particulier? Alors qu'il suffit entre guillemets de comprendre les principes, de les appliquer à son propre travail. Mais bref, ça demande énormément de boulot. Donc allez-y, voilà, c'est fini la vidéo, allez travailler, apprenez à dessiner, apprenez à animer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.